Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, House of the Dragon avec notre avis sur l'épisode 4 de la saison 2, donc The Red Dragon and the Gold, qui a été diffusé le 7 juillet aux US, le 8 juillet en France. On en profitera également pour vous dire un mot sur l'épisode 3, The Burning Mill, que nous n'avons pas couvert en vidéo, donc on reviendra un petit peu dessus rapidement. Mais on va surtout se concentrer sur cet épisode 4, qui a mis le feu, il faut le dire, et qui a marqué surtout la disparition de Rhaenys, la reine qui ne le fut jamais. Voilà, donc on va en parler avec l'ami Greg. Donc, bonjour mon cher Greg, comment vas-tu? Donc toi tu spoil, en 30 secondes tu spoil quoi. Ah ouais, mais grave, en même temps c'est une review avec spoil, donc pour des gens qui ont vu la série, donc moi j'hésite pas à le dire. Alors comment tu vas mon cher Greg? Écoute, mieux que Rhaenys, la forme et tout. Mieux que Rhaenys, ça se discute. Au début de la série, elle est pas mal. Au début de l'épisode, elle est pas mal. Et après, ce qui se passe après, je veux pas vous spoiler. Ouais, t'es vraiment un troll. Donc on rappelle que dans ces vidéos House of the Dragon, on ne spoil pas le livre, et que si vous spoilez le livre, donc ce qui va arriver dans les bouquins, on a une personne qui modère les commentaires, et donc vous serez banni à vie de l'intégralité des possibilités de faire un commentaire sur la planète. Non, mais vos commentaires seront masqués, ce serait dommage, et ça gâchera le plaisir de ceux qui vous liront. Donc voilà, ne faites pas ça, respectons-nous. Sachez que, alors nous, on n'a pas lu les bouquins, mais moi je regarde après un épisode si globalement ça correspond à ce qui s'est passé dans les bouquins. Là, j'ai fait pareil pour cet épisode. Voilà mon cher Greg, est-ce que tu veux commencer en nous donnant ton avis par exemple sur revenir un petit peu sur l'épisode 3 puis sur cet épisode 4? On est à mi-saison, hein. Je me permets de préciser qu'avant la vidéo, tu m'as dit je vais te proposer, mais dis non parce que je veux le faire. Donc vas-y, commence. Eh ben, mon cher Greg, tu me prends de court, mais bon, je vais y aller quand même, alors, avec un petit mot quand même sur l'épisode 3, qui est probablement celui qui m'a le plus déçu de House of the Dragon depuis le début. Alors, il est pas mauvais, hein, ça reste du caviar, mais du caviar un petit peu moins bon que d'habitude. Il est toujours très bien écrit, les décors sont toujours parfaits, ça change pas, la musique est parfaite aussi, il y a des scènes qui sont marquantes, mais il est très lent. Il faut se faire à ce rythme-là d'un épisode plus long que les autres de la saison en plus. On pouvait s'attendre potentiellement à ce qu'il y ait vraiment quelque chose de très marquant. Dans le premier épisode, il y avait bien évidemment un assassinat. Dans l'épisode 2, il y avait le duel des frères jumeaux. Des jumeaux, pas besoin de préciser qu'ils sont frères vu qu'ils sont jumeaux. Et là, dans cet épisode 3, il y a bien évidemment la rencontre Alicent-Rhaenyra qui acte véritablement la guerre, puisque Alicent cette fois comprend qu'il y a eu incompréhension sur le lit de mort avec Viserys, et que de toute façon c'est trop tard, donc incompréhension ou pas, après tout ce qu'elle a traversé, cette fois on va assumer la guerre. Donc cette scène là est importante. Il y a d'autres scènes qui le sont. Il y a d'autres scènes qui m'ont perturbé, qui m'ont un peu perdu. Le fait de développer dans l'épisode 2 Aegon, d'en faire un personnage un peu plus intéressant, et dans l'épisode 3 rétro-pédaler complètement et en faire un espèce de clown ne m'a pas plu particulièrement. Bon, tout le développement sur Cole, pourquoi pas. Alors après, j'ai été un peu piégé par le trailer, puisque dans le trailer, on avait l'impression que quand il courait vers les arbres, c'était parce qu'il y avait une grande bataille dans la forêt, alors que là, il se cachait juste d'un dragon. Mais il y a plusieurs scènes qui m'ont déplu, puis la scène à Harrenhal, elle est très importante, hein, avec Alice, si je ne dis pas de bêtises. On comprend que ça va devenir un truc important, mais le fait que Daemon ait des visions, etc., c'est bien évidemment, c'est sûr sa culpabilité, mais ça c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement plu. Donc l'épisode 3, je suis resté sur ma faim. Et l'épisode 4 était la promesse de ce qui était teasé depuis le début, c'est-à-dire une bataille à Harrenhal. Alors on comprend assez vite que ça va pas avoir lieu à Harrenhal. Donc de cette fameuse bataille qui arrive dans cet épisode, menée par Cole. Il y a 43 minutes sur les 53 qui sont une préparation de la bataille, donc du repos des freux.
c'est long, encore une fois, mais là, il y a... Et alors, long ne veut pas dire que c'est mauvais. Là, il n'y a pas de scène à enlever. Je pense que même dans l'épisode précédent, il n'y en avait pas. C'est juste un problème de rythme, je pense, qui peut épuiser un peu. Mais là, dans cet épisode 4, on a encore un rythme assez fourbe, assez bâtard, je trouve, sur les 40 premières minutes, où qui en plus amène lentement des choses qui paraissent évidentes. C'est-à-dire que toute la construction sur Aegon, on comprend que Aegon, il veut monter sur son Drake et aller mettre le feu quelque part. Et ça, on le comprend très très vite. Mais voilà, c'est lent. Il y a des scènes qui sont très très réussies. Il y a des plans sur Harrenhal. Le seigneur d'Harrenhal, moi je trouve c'est un personnage qui est génial. Tout ce qui se passe autour d'Alicent. Enfin, il y a vraiment de très très bonnes choses pour nous amener à une bataille. Et cette bataille, il faut bien le reconnaître, elle dure pas longtemps, mais elle envoie sévère. Et on a peut-être peut-être pour moi la meilleure scène de la série, ou une des meilleures scènes de la série. Je pense que Rhaenys, j'y réfléchissais, tu vois, alors on parle beaucoup de Viserys qui rentre dans la salle du trône avec Daemon qui lui rend l'épée, etc. Enfin, qui lui rend la couronne, pardon. Ça, c'est une scène marquante. Mais en fait, je me demande si Rhaenys a pas littéralement les deux meilleures scènes de la série. La fois où elle s'échappe pendant le couronnement d'Aegon avec son dragon. Et là, cette scène d'attaque contre Vhagar et Aemond. Franchement, j'ai trouvé cette scène très réussie. Il y avait des trucs qui étaient complètement téléphonés quand elle revient pour aider les Noirs qui sont en déroute. Parce que Vhagar est toujours dans le coin. On sent très bien que Vhagar va encore apparaître sorti de nulle part comme il avait fait à la fin de la saison 1. Bon, ça arrive encore une fois. Le dernier plan avec son dragon est magnifique. Sa chute, pareil. Enfin, j'ai vraiment trouvé la fin très très réussie. Et le réalisateur de cet épisode n'est pas un inconnu dans l'univers de Game of Thrones, c'est Alan Taylor. Alan Taylor a réalisé 7 épisodes de God, pardon, et il a déjà réalisé 2 épisodes de House of the Dragon. Mais pour la petite anecdote, parce que j'aime bien le rappeler de temps en temps quand même quand on parle d'Alan Taylor dans Game of Thrones, c'est aussi le réalisateur de Terminator Genesis et de Thor 2. Donc qui sont pas des films qui ont plu énormément, mais en tout cas dans cet épisode je trouve qu'il s'en sort très bien. C'est pas Game of Thrones, c'est autre chose, c'est pas moins bien, c'est pas comparable. House of the Dragon a son rythme, je trouve qu'elle est un peu frustrante dans la promesse de bataille de dragons, il va se passer des trucs de ouf dans la guerre entre les verts et les noirs. On n'a pas tout vu, je pense qu'ils mettent un peu le pied sur le frein puisque la série aura quand même plusieurs saisons. Ils parlent de 5 saisons, ils ont déjà confirmé la 3e, donc ils vont pas plier la guerre entre les verts et les noirs super vite. Ils développent bien leurs personnages, parfois un problème de rythme, mais ça reste quand même une série hyper quali, et je trouve que cet épisode 4 est vraiment au final très réussi, même s'il met du temps à vraiment accélérer. Voilà mon cher Greg, et toi t'en penses quoi ? J'ai trouvé que cet épisode était un peu à l'image de ta critique. Long au début, mais il retombe vraiment très bien sur ses pieds cet épisode. Et si je fais comme toi une petite analyse des moments qui m'ont marqué dans l'épisode 3 et dans l'épisode 4, en fait, ce qui est marrant, c'est que je trouve que ce qui marche bien dans cet épisode 4, c'est Rhaenyra. Rhaenyra, en fait, dans l'épisode 3, je trouve qu'encore une fois, l'actrice n'a aucun charisme. Le personnage, en plus, fait des choix complètement absurdes, de partir toute seule au milieu de la ville pour parler à Alicent. N'importe quel garde qui la découvre, la série se termine, donc on se doute bien que c'est pas ce qui va se passer. Ouais, mais elle sait pas qu'elle est dans une série en fait. Elle croit qu'elle est genre reine et qu'elle chevauche un dragon. Mais ok, elle croit qu'elle chevauche des dragons et elle croit que du coup, si elle se fait choper, ses enfants vont tous être exécutés juste après. Enfin, en fait, le choix est complètement discutable et du coup, et le jeu d'acteur entre elle et Alicent détruit l'écran par rapport à... En plus, elle voit toujours avec cette voix un peu monocorde et tout. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en plus, la Rhaenyra jeune joue tellement plus simplement et tellement mieux que quand on voit Rhaenyra jeune
réapparaître. Je trouve que c'est vraiment au détriment de Rhaenyra vieille, quoi. Et Alors que tu avais dit, et je tenais à le souligner, que dans la vidéo sur l'épisode 2, tu avais dit que Emma Darcy était très bien. Et c'est un passage qu'on avait dû couper parce qu'on avait des problèmes de son. Mais elle est elle pas n'avait pas payé toujours... l'OPSP, donc on n'avait pas pu en avertir quand on disait. Mais elle est pas toujours au même niveau pour toi. Et par contre, dans l'épisode 4, je trouve qu'elle est mieux quand elle fait un peu plus parler de son poids de reine, qu'elle discute, qu'elle dit qu'il ne faut pas méprendre donc son manque d'action pour du manque de courage. Et je trouve qu'elle est plus intéressante. Le personnage est plus intéressant. L'actrice la joue un peu mieux. Peut-être qu'elle a besoin de biscuits. Peut-être que c'est ça. Hein. Elle est vraiment dans contrie. Elle ne fait rien. Elle est un peu dans l'inaction sur ce début de saison. Et c'est vrai que Emma Darcy a l'air d'avoir besoin d'avoir des émotions plus vives pour essayer de les mettre à l'écran. Et moi, ce que je retiens, c'est notamment la tentative de meurtre de Aemon, enfin de son frère par Aemon. Il apprécie pas qu'on se moque de lui, Aemon. Et on le voit de petit à grand. On se moque de lui, il est prêt à attendre 25 ans derrière un arbre pour vous planter. Mais ça m'a étonné, moi. Parce que, tu vois, on le voit dans l'épisode, il fait les stratégies dans son dos avec Cole. Il a tout prévu pour la bataille. Et, mine de rien, à plusieurs reprises, il aurait pu prendre le pouvoir et il dit non, c'est toi le roi. Il respecte l'ordre, la dynastie Targaryen. C'est pas son tour d'être roi, c'est au tour de son frère. Il respecte ça, il se fait humilier quand même. Et là, alors est-ce que t'as raison? C'est possible, hein? Est-ce que c'est le fait qu'il soit humilié dans l'épisode précédent qui fait qu'il attaque? Mais moi j'ai été étonné quand même. Et aussi l'impression qu'il a plus ou moins esseulé son frère en fait. Il a poussé son frère avec Cole à expliquer qu'il fallait faire la guerre comme ça pour que Cole après le dise à son frère. Du coup, ça a poussé son frère à faire partir Otto. Il est seul son frère dans le conseil, puisque du coup, il montre au conseil que en fait, c'est lui qui gère. Donc, Aemon est vraiment dans une relation de prise de pouvoir là depuis 2 épisodes. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment une parfaite ressemblance entre ce que fait Aemon et ce que fait Daemon. Parce qu'on a la sensation qu'il y a une espèce d'amour de frère qui faisait qu'il n'allait pas s'attaquer, mais que toute sa vie, il vivait un peu dans l'obsession de se dire « Et si j'étais roi ?» Je parle de Daemon, mais c'est aussi vrai pour Aemon. On sent vraiment qu'il est... il fait exprès d'attendre que son frère se fasse attaquer, que son frère soit en danger, pour justement aller le cramer. Et j'ai vraiment l'impression que Cole, lui... a compris puisqu'il est là et il voit bien que Aemon n'est pas là pour aider le corps un peu brûlé de son frère. Donc c'est vraiment un développement des deux frères. On a la sensation, en plus là c'est clairement Alicent le dit au roi que son travail c'est juste de ne rien faire. Et du coup, on a vraiment cet épisode qui développe le côté des vers, enfin les 2 épisodes qui développent vraiment le côté des vers de manière intéressante. Et à côté de ça, accessoirement, juste petite remarque, est-ce que dans le royaume, dans les 7 royaumes de Game of Thrones, personne n'a capté que depuis que c'est Alicent et Otto qui ont déclaré que c'était son fils et son petit-fils qui étaient rois, que les costumes targaryens noirs sont devenus verts, comme le vert des hautes tours. Mais bon, bref, après je pense que c'est tout simplement pour aider à la compréhension des spectateurs de qui est dans quel clan. Mais bon, je trouve que si tu vis dans ce monde-là, tu comprendrais qu'il y a un peu anguille sous roche. Et de l'autre côté, du côté donc je parlais de Rhaenyra, effectivement le camp Rhaenyra, on sent vraiment qu'il y a une pincée de sel qui a été mise des 2 côtés. On sent que les tensions sont créées des 2 côtés. Il y a un camp qui se déchire un peu, on voit que l'autre se déchire aussi, et vraiment on sent que là tout de suite ils sont en train de faire monter la pression dans ces 2 épisodes pour arriver jusqu'au moment où on a
la mort d'un personnage important de la série. Et en même temps, est-ce que t'as pas l'impression que toute la série nous dit de plus en plus que le camp de Rhaenyra est fait pour mourir en fait? Il va disparaître. Ouais. Je te pose la question sur 2 points, moi, qui me... On n'a pas lu les bouquins encore, là, on est en train de théoriser. Sur 2 points, moi, qui m'alertent. Le camp de Rhaenyra et le camp qui est au courant de la chanson de Enough of Ice and Fire. Et on sait que cette histoire va être perdue auprès de la lignée dans Game of Thrones. Et à Tu peux côté... le lire en français, hein, c'est la chanson du glaçon et du barbecue. Et à côté de ça aussi, on voit à quel point, en fait, ils tentent des trucs, mais ils sont totalement esseulés, en fait. Ils sont tout seuls dans leur coin. Les seigneurs qui leur prêtent leurs armées sont mineurs par rapport à celles de... Donc, en fait, c'est vrai que les dragons, ils sont beaucoup moins puissants. Donc, en fait, on a vraiment l'impression que la série nous fait croire qu'il y a une dualité, alors qu'en fait, si on regarde les choses simples, Rhaenyra est celle qui a dû quitter Port-Réal, Rhaenyra est celle que les grands seigneurs n'aident pas ou peu, et enfin, on a vraiment elle est celle qui allait globalement, qui sont plutôt des enfants à essayer de l'aider à chevaucher. C'est les plus Elle a un petits, conseil relou. elle a un conseil hyper relou. C'est encore une fois le dragon le plus puissant est du côté des Verts. C'est eux qui ont la plus grosse armée. Et là, dans cet qui ont le plus épisode, de fond, élément parce que important, elle dans Game perd of son Thrones, dragon le plus fort. Elle perd son dragon le plus fort. Et dans Game of Thrones, on a souvent le truc de l'argent. Le pouvoir de l'argent peut retourner un peu les nations. Et là, toutes les familles les plus riches sont contre elle. Donc en fait, c'est peut-être que quelqu'un va m'expliquer que dans les livres, il y a un gros retournement de situation. Mais là, on en est à un moment de la série où j'ai vraiment l'impression que je ne vois pas comment ça peut être le camp des Noirs qui s'en sort. J'ai l'impression que c'est foutu. En plus, son allié, qui est censé être son chevalier le plus fort, qui est Daemon, ils ont des problèmes de couple, ils se barrent. En plus, la série te montre qu'il est en train de délirer, d'avoir des visions. T'as une magicienne antique qui vient le voir et qui lui dit tu vas mourir ici. Enfin, la série nous met quand On même est d'accord que toi, t'as compris qu'il allait mourir ici. Bah, elle lui dit tu vas mourir ici. Donc j'ai oui, compris, mais donc du coup, ce qu'elle a dit. Oui, mais enfin, si quelqu'un arrive, enfin, s'il y a 3 personnes dans la série qui lui disent ça à 3 endroits différents, ça voudra pas dire qu'il va mourir. Pour l'instant, la série ne lui a dit qu'une fois à un seul endroit. Voilà. On sait que Arenal c'était obvious. Sera de nombreuses années plus tard du côté des Lannister. Enfin, on a quand même beaucoup, sans avoir lu les bouquins, c'est vrai j'aimerais bien que ce soit moins déséquilibré. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un camp qui est fait pour disparaître, quoi. Même si, ok, là, le Dragon d'Or a pris un coup aussi, mais au final, à la fin du truc, à la fin de l'épisode, le château de défense de Rhaenyra a été pris, donc la stratégie de Aemon de les esseler tout seul sur l'île, en fait, est gagnante pour l'instant. Non, tu penses pas que la balance est vraiment en train de pencher très fort d'un côté ? Alors, je pense que comme beaucoup le font remarquer, et on l'avait fait remarquer aussi, la série penche pour les Noirs. C'est-à-dire que concrètement, si tu demandes qui est les héros, on va dire les gentils, hein, pour parler de manière un peu cucul à praline, de House of the Dragon, c'est Rhaenyra, clairement. Et puis, en bad boys à ses côtés, il y a Daemon. Le truc, c'est que dans les bouquins, ce que je sais, c'est que Martin ne veut jamais trancher entre les noirs et les verts, et il expose les faits. Là, la série prend un parti pris qui est plutôt pour les noirs. C'est pas tout le temps le cas, hein. Il y a des attaques menées par les noirs qui forcément les font passer pour des enfoirés, mais les verts, plus globalement, sont vraiment les ennemis, tu vois. Tu peux faire un parallèle à Lysane Cersei sans problème. Le truc, c'est que... Alors, il y a plein de gens aussi qui vont comparer Aegon et Joffrey, alors qu'ils sont très très différents, mais jeune roi...
voilà, impulsif, etc. Mais c'est deux personnages qui sont très différents. Mais il y a deux possibilités. Soit c'est vraiment pour nous faire comprendre que les Noirs sont les gentils, que peut-être ils vont en prendre plein la tronche, mais qu'à la fin ils gagnent. Ou alors c'est peut-être, c'est ce que disait quelqu'un là, sur Twitter sous mon tweet, c'est peut-être pour aussi nous la faire à l'envers à la Daenerys de Goth, tu vois. On a eu Daenerys présentée comme une super, enfin l'héroïne de la série, celle qu'il faut suivre pendant 8 saisons, et puis elle arrive à Port-Réal à destination, puis elle dit barbecue géant. Voilà, on aura peut-être un truc comme ça avec Rhaenyra qui massacre plein de gens. On sait pas, mais moi je trouve quand même qu'il y a sur certains aspects, il y a quand même il y a de la nuance, puis il y a des personnages qui sont difficile à cerner, tu vois. Daemon, je comprends pas l'embrouille avec Rhaenyra là, pourquoi il est parti au moment où elle avait vraiment besoin d'elle. Il se barre directement après qu'elle trouve la dépouille de son enfant. Enfin, ça a pas de sens. Et puis il y a un teasing à la fin de la saison 1 avec le fait que Daemon trouve le dragon le plus badass de l'univers et on n'en entend plus parler, tu vois. Donc c'est un peu étrange. Mais oui, je suis d'accord avec toi que là, pour l'instant, il y a un peu plus. Euh, les Noirs, en tout cas, stratégiquement, sont très très en difficulté. Le fait de perdre Méléis, donc qui était le plus gros dragon des Noirs, alors même si dans une scène précédente, Daemon compte les dragons et on voit que les Noirs en ont beaucoup plus que les Verts. Le truc, c'est que Mais il y en ils a ont des pas bébés. assez de dragonniers. Oui, il y a des bébés, mais ils ont surtout pas assez de dragonniers. Par contre, du côté des Verts, j'ai l'impression littéralement, et qui a des dragons? Bah, il y a Aegon et Aemond. Qui c'est qu'on a d'autres? Donc, La fille, non? en fait, c'est pour ça que la la reine. remarque que j'avais. Alicent, bah, c'est pas une Targaryen. Non, je parle pas d'Alicent, je parle de la reine. Ah, Elenia. Oui, peut-être, oui. C'est vrai qu'on l'a jamais vu monter. Le truc, c'est que. Ouais, t'as raison, il y a elle aussi. Le truc, c'est que je reviens sur la remarque que j'avais fait dans plusieurs. Il y a l'épisode 2, je crois. C'est que je comprends pas stratégiquement. Alors après, je le comprends d'un point de vue littéraire et d'un point de vue scénaristique. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une armée qui s'est dit, mais en fait, il y en a les méchants, ils sont en face de nous dans leur château. On prend tous nos dragons, on fait un all-in et on plie la game, quoi. Et en fait, s'ils font ça, ils gagnent littéralement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais non, ils continuent de faire. Bon, c'est bien pour la série. Pourquoi Vagar ne va pas juste à Père Dragon tout cramer? Bah oui, là tout de suite maintenant. Oui, c'est. Mais pourquoi Méléis est pas retournée Alors Rhaenys avait dit qu'elle voulait pas faire couler le premier sang et être celle qui déclenchait la guerre. Et je trouvais ça très bien. Mais là, maintenant que la guerre est déclenchée, pourquoi il y retourne pas? Puisqu'on parle de stratégie, pourquoi n'envoyer qu'un seul dragon? Ah mais ça, pareil. Surtout que tu sens le piège, il est tellement obvious. Mais oui. Mais le truc, c'est que c'est la première fois. Ils sont à couvert et tout. C'est la première fois qu'ils sont plus à couvert. Donc tu peux te dire, il y a un truc qui cloche. Et tu couvres. Enfin, il y a personne qui, dans l'aviation, voyait un avion tout seul. Enfin, c'est pas comme ça que. C'est surtout si tu as 3 avions, tu en envoies 2. Comme ça, il y a un des 2 qui peut partir chercher de l'aide. En fait, c'est. Bon, après, ça, c'est la stratégie selon Game of Thrones avec les Dothraki qui partent tout seuls dans la nuit. J'ai envie de dire, celle-là, on s'en souviendra pour toujours. Mais le truc, voit c'est rien, que. Ce qui est en face, allez voir. Non, mais vraiment, cette scène, elle est absurde. Ouais. Surtout que du coup, Rhaenys, elle a un moment vraiment. C'est comme ça dans le livre aussi. Rhaenys affronte tout seul Aemond et Aegon. Ouais, mais quand tu regardes en série, et de la manière dont ils l'ont construit, ils lui ont pas coupé un moyen de s'échapper. Elle lui dit attaque, le dragon il y retourne. À un moment, elle a même plus besoin de donner d'ordre. Ce moment, il est très chouette d'ailleurs. Elle a même plus besoin de donner d'ordre. Le dragon a compris et ils y retournent. Mais on peut se poser la question de pourquoi en fait. Qu'est-ce qu'elle espère qui va se passer? Ah mais ça, je l'ai dit. Elle ne veut pas laisser le champ de bataille avec Vagar tout seul parce que là, concrètement, les Noirs n'ont pas d'armée. Elle meurt et c'est elle qui pète les parois du château. Et comme ça, ils vont tous le conquérir. Encore une fois, stratégiquement, ça n'a aucun sens. Elle peut aller chercher de l'aide et revenir.
Là, c'est fou D'ailleurs, ce qu'elle fait. Ouais. Tu as parlé des portes du château. Petite symbolique, c'est le frère d'Alicent qui du coup mène l'attaque victorieuse sur le château, puisque c'est lui qui dit franchissez les portes après que le dragon les ait détruits. Et c'est pas cool. Mais alors, moi, tu vois, sur cette scène-là, il y a quand même plusieurs trucs qui... C'est un peu cool non, quand même. Cool, il est assommé. Il est assommé, c'est pas lui. Ah non, je lui qui pensais mène que tu la disais bataille. c'est cool. À la fin. C'est cool. C'est quoi? C'est cool. Ah non. Ah non, si tu commences à faire des jeux de mots comme moi, mais sans me prévenir, je vais pas y arriver. Le truc, alors dans cet épisode-là, pour moi, c'était un peu trop obvious ce qui est arrivé. Plusieurs indices. Le premier indice, c'est que Rhaenys, c'est un personnage qui est très charismatique, très présent dans cet épisode. C'est un personnage qui révèle un secret. On a l'impression qu'elle révèle sa dernière cartouche, en l'occurrence l'identité secrète d'Alan. Bon, moi, globalement, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai compris que c'était le fils caché de Corlys, son fils bâtard. Derrière, elle est très présente au conseil. Elle part, il y a un plan magnifique où elle s'apprête à monter sur Méléis, où elle met son armure et tout. Enfin, on sent vraiment que c'est des adieux. Et là où j'ai trouvé ça très fort, c'est qu'ils font la même chose avec Aegon. Et autre indice de Aegon va y passer ou pas, on ne sait pas, on n'a pas de confirmation pour Aegon, c'est qu'ils insistent beaucoup sur le fait qu'il boit avant de partir à la bataille. Donc il va arriver enivré avec son dragon et son manque d'expérience sur Rhaenys, qui elle en a beaucoup. Ça pouvait que mal se passer. Moi je pensais que la scène allait se passer différemment. Je pensais que Rhaenys allait vraiment tuer Aegon toute seule et que derrière elle allait se faire tuer par Aemon. Le fait que Aemon attaque son frère était une vraie surprise. Ça je l'avais pas vu, mais par contre la mort de Rhaenys était absolument obvious. Elle est très réussie. Et vraiment, du coup, là, que son aventure dans House of the Dragon est terminée, donc Rhaenys, la reine qui ne le fut jamais, quel personnage! Mais vraiment, hein. Moi, je pense, Greg, c'est top 3 des personnages de la série depuis le début. L'actrice Eve Best est géniale. Dans la saison 1, elle avait des scènes qui étaient excellentes. Là, dans la saison 2, elle en a encore. Personnage très charismatique, très attachant. Elle a la scène, elle a deux scènes de complicité avec Corlys quand ils sont au lit au matin au réveil, et puis quand elle va le retrouver sur un chantier naval. Ces deux scènes-là sont super réussies. Enfin, vraiment, c'est un personnage qui est un top personnage de la saga. Et franchement, je suis dès qu'elle ne soit plus là. Je suis bien d'accord, c'est peut-être la plus charismatique du camp des Noirs. Oh, si t'en as eu Daemon, tu peux... Enfin, quand même, Daemon. Ah ouais. Non mais c'est juste que là, il est tellement en mode hors du temps, il est dans les délires, etc. Je sais. Il pourrait nous annoncer qu'il va devenir la Corneille, que ce serait possible. Il pourrait nous annoncer. Non, mais c'est vrai que là, tout de suite maintenant, le personnage on pourrait faire des théories là-dessus. peut aller. Non, mais il peut Daemon aller est-il le Night King? Oui, c'est ça. Il a pris tellement froid à Arnold qu'il s'est transformé en Night King. Il a eu un rhume. Et c'est de la... Non, mais concrètement, je sais pas du tout où ils vont avec Daemon. Tu le dis, il se barre. Alors que sa femme vient de perdre son fils. Il abandonne ses filles. Enfin, il y a rien qui va avec Daemon. Mais bon, bref. Et le truc, c'est que ce que je voulais dire, c'est que l'actrice quand même de Rhaenys, peut-être qu'elle quitte en fait la série pour pouvoir retourner jouer dans Destin, la saga Wings. Peut-être non, parce qu'elle a été annulée. Mais du coup, ça coupe complètement. Alors t'es un troll en plus parce qu'elle meurt aussi dans la saga. Exactement, c'était la saga Wings. Mais oui, c'est ça, c'était drôle. Ouais. Mais c'est une super actrice. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé dans cette série. Qui a pas toujours joué dans un truc chouette, mais c'est une super actrice. Ouais, tout à fait. Ouais. Et alors moi, il y a un autre truc sur lequel je voulais réagir. Hein, c'est plus de la com, et on parlait du retour de Millie Alcock dans la série, donc qui jouait Rhaenyra jeune.
Donc dans l'épisode précédent, on voit Millie Alcock, c'est une vraie surprise parce que l'actrice avait dit qu'elle ne reviendrait pas. On la voit quelques secondes. Et puis dans la semaine, très très vite après la diffusion de l'épisode 3, alors je ne sais plus qui, mais la presse américaine, mais aussi des membres de la prod, font passer très clairement un message sur le fait que Millie Alcock ne reviendra pas. C'était la dernière fois qu'on la voyait dans House of the Dragon. Et elle revient dans l'épisode 4. Qu'elle revienne, moi je suis très content. Elle a une scène qui est bien plus longue et plus réussie et marquante dans l'épisode 4, même si c'est une. Même si elle est un peu hachée dans cette scène. Hein. Oui, non, Oui, alors tu penses que c'est pas elle ? Non, c'est pas ça, je dis ça parce qu'elle a été découpée en deux. Ah oui, non, c'est parce qu'à la fin, il est décapité. Oui, en effet. Mais préviens-moi quand tu fais des vannes comme moi. Alors, le truc, c'est que là où je veux en venir, c'est mais pourquoi nous mentir, en fait ? Ça sert à quoi ? Enfin, dites-nous rien, en fait, sur la présence de Millie Alcock. Laissez-nous la surprise. Mais arrêtez de nous faire croire que l'actrice ne reviendra pas si une semaine après, elle revient. Mais on n'est pas des demeurés non plus, arrêtez de nous mentir. Donc ça, c'est un élément qui m'a gavé. D'autres éléments que je voulais aborder, moi je trouve vraiment qu'Olivia Cooke qui joue Alicent est excellente dans la série. Je trouve que la scène où il y a 2 scènes marquantes avec Aegon. C'est la scène où on en avait déjà parlé, mais quand Aegon pleure son enfant et qu'elle était venue pour lui passer un savon. Au final, elle lui touche l'épaule et la scène est très forte. Là, quand elle lui met vraiment un gros coup de pression, alors tu lui disais ne fais rien, c'est pas ce qu'elle lui dit. Hein. Elle lui dit un truc encore pire que ça. Elle lui dit littéralement on n'attend rien de toi. C'est même pas fais rien, t'es trop précieux, ne fais rien. C'est ne fais rien, tu sers à rien, mec. T'es là. Vraiment, tu sers à rien. Elle lui rappelle le fait qu'elle ait pendu les chasseurs de rats. Elle le provoque vraiment. Tout le monde provoque Aegon dans cet épisode. La scène du conseil, t'en as parlé, mais avec Aemond qui parle en haut valérien à Aegon, il y a une différence de charisme, de maboule entre les deux personnages. Aemond, quand il a son bandeau sur l'œil, est extrêmement charismatique. Dans le conseil, on ne peut écouter que lui quand il ouvre. Et le truc aussi qui m'a marqué dans la scène du conseil et qui montre vraiment à quel point Aegon est un roi qui n'est pas écouté, c'est qu'en fait, il s'énerve, il sort du conseil, et ben ils reprennent tout de suite le conseil comme si de rien n'était. Et c'est vraiment... moi, je sais pas, Aegon, s'ils vont en faire encore quelque chose, s'il a survécu ou pas. Mais le truc, c'est que là, ils l'ont construit bizarrement, ce personnage, sur les 4 premiers épisodes. C'est un coup, c'est un clown dans l'épisode 1, il fait la fête avec les gardes. L'épisode 2, il veut se venger de la mort de son enfant. Pour le coup, il s'affirme. Et là, je suis plein d'espoir. Je me dis que ça peut être un personnage intéressant. Alors que dans la saison 1, il a tout le temps été minable. Épisode 3, il redevient contesté. Ça va pas. Début d'épisode 4, on nous fait comprendre qu'il continue d'avoir un clientélisme avec ses potes dans la garde royale, etc. Et du coup, au point où les gardes sont tellement mauvais qu'ils se rentrent l'un et l'autre avec leur armure. Enfin, c'est ridicule. Trop chelou la manière dont ils ont construit ce personnage. Vraiment. Alors que Aemon, il est mystérieux, mais il est charismatique. Comme tu l'as dit, il se vexe quand on lui porte atteinte, soit en se moquant, soit en le blessant. Il est extrêmement rancunier. Il est capable d'être plein de bonté, mais en même temps extrêmement... il est très intelligent, mais il peut être aussi très cruel. Enfin, c'est étonnant, tu vois. Concrètement, le fils de Rhaenyra, il voulait pas le tuer. Là, il veut tuer son frère. Très clairement. Il le dit, attaque. Il dit Dracarys. Donc, ouais, Aemon est un personnage qui est plus complexe, mais beaucoup plus intéressant qu'Aegon. Et beaucoup mieux travaillé, je trouve. T'en penses quoi ? J'en pense que cette vidéo est tellement longue que tu ne te souviens pas que j'ai dit ça à peu près au début. Mais c'est bien de rappeler les éléments, mon cher Greg. Les éléments les plus marquants, tout à fait. Alors, voilà. Est-ce que tu penses que Daemon va réussir à créer une équipe, à créer une armée suffisamment importante pour justifier le temps qu'il perd
Arenal. Alors je ne sais pas, mais je l'ai déjà dit que j'aimais beaucoup le personnage, mais l'acteur, donc Simon Russell Bill, donc Sir Simon Russell Bill, c'est comme ça qu'il apparaît dans le générique, donc il joue le seigneur d'Arenal. J'adore ce personnage, mais vraiment j'espère qu'on va encore le voir un petit moment, parce que je trouve le personnage très drôle, alors qu'en fait il dit quasiment rien, mais il est confronté à un daemon qui est improbable, des scènes, des situations qui le sont tout autant. Donc vraiment, c'est un personnage que j'aime bien. Je sais pas ce qu'ils font de Arenal. Moi je pensais vraiment que Daemon, quand il part là, se vénère avec Rhaenyra, je pensais qu'il allait chercher le dragon. Après, elle lui dit va à Arenal et tout. Je pensais qu'Arenal allait vraiment être quelque chose d'important. Au final, c'est un Airbnb abandonné dans un château délabré. Il y a 4 personnes dans le château. Tu vois, c'est littéralement le château de Casper, quoi. Et en effet, t'as raison, ça fait 2 épisodes qu'il est coincé là-bas à avoir des bad trips. Bon, c'est un peu dommage. 2 épisodes il y a que 8 épisodes dans cette saison, donc on est déjà à la moitié du chemin. Globalement, Daemon n'a rien fait. Dans la saison 1, il était plus en forme, hein. Il avait déjà mangé du crabe, hein. Donc, bon. Daemon, je suis un peu déçu. Il y a un truc aussi que je voulais dire, la BO, elle est quand même hyper stylée. Et là où Ramin Djawadi a fait très fort dans cette saison, par rapport à GOT ou à House of the Dragon, c'est qu'il fait des thèmes très forts, mais très très courts. Par exemple, le thème quand Alicent parle à Larys. Il est magnifique. Et accessoirement, au calme, Alicent qui avorte, comme ça, entre 2 scènes, tranquillement. Est-ce que je peux avoir une petite potion ? Je me tiens le bas du ventre, et c'est tout. C'est quand même énorme. La scène est très réussie. La scène est très réussie, oui, ça montre toute la détermination du personnage. Ils ne font presque rien. Et j'ai presque l'impression que si t'as pas vu Game of Thrones et que t'as pas vu cette petite potion à d'autres moments, tu sais pas, tu peux pas le savoir directement. Mais vraiment au calme. Elle avorte. Enfin, c'est. Cole n'est pas dans la discussion, mais est-ce qu'il pourrait l'être, puisqu'il a quand même fait serment de chasteté. C'est vraiment un point assez étonnant. Et Lord Larys qui... c'est Cumberbatch en Holmes. Elle a une potion, elle se tient le ventre. Ok, donc elle a avorté. Il a tout compris en 2 secondes. C'est quand même pas mal. Ouais, mais c'était un peu obvious, la potion était à côté. Mais moi, je trouve que ces scènes-là sont vraiment très réussies. Et il y a un truc surtout qui m'a marqué sur Alicent, c'est que dans cet épisode, très clairement, elle assume de ne plus suivre les vœux de son mari. Elle pensait qu'Aegon était roi parce que son mari lui avait dit. Elle a compris dans l'épisode précédent que ça n'était pas le cas. Et là, vraiment, dans cet épisode, elle l'assume totalement. Elle le fait comprendre à Larys. Et surtout, elle le dit à son fils quand elle lui dit « Tu n'imagines pas tous les sacrifices qu'on a fait pour que tu sois roi. » Et là, très clairement, elle a trahi son mari et c'est ce qu'elle sous-entend. Donc, c'est un personnage qui devient de plus en plus intéressant, je trouve, Alicent. Voilà, mon cher Greg, je te laisse conclure avec le mot de la fin. Vas-y. Alors évidemment, Dracarys, et surtout stratégie. Deux dragons valent mieux qu'un. Et comme on dit, attention, un dragon peut en cacher un autre. Des bisous à tous, on se retrouve très vite. Et la semaine prochaine pour la prochaine review. Ciao, ciao.